SOS de la web radio aux Villes Lumière. Oui, très bien, j'attendais votre appel. Oui, c'est magnifique pour nous d'être entendus. Donc, je vous remercie d'abord pour avoir accepté notre invitation. Et nous allons passer donc un petit moment ensemble. Je vais parler un petit peu de vous. Ce soir, j'aurai à mes côtés Stéphane Chamignan, qui est psychologue et préparateur mental. Donc, si actuellement, je peux dire Stéphane. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà. Voilà. Et donc, nous allons parler donc de vous, de beaucoup de choses. Donc, voilà. Mais pour commencer, on va justement commencer par une petite bio. Vous allez me corriger si c'est pas le cas. Moi, j'ai de vous, vous êtes né le 2 mars 69 à Oran. Exactement. Voilà. En Algérie. Voilà. Donc c'est ça, en Algérie. Voilà. Oui. Et vous êtes de nationalité française. Et vous êtes entraîneur adjoint. Vous avez été entraîneur comme entraîneur à l'AS Monaco. Exactement, avec M. Vanida, avec Laurent Vanille, adjoint de Laurent Vanille. Et dès 99, en fait, jusqu'à 2007. En fait, donc ça fait quand même 8 ans. Oui, allez-y. Oui, en fait, de 99 à 2007, il y a eu des passages donc, dans les catégories de jeunes et à la formation avec Laurent Vanille, toujours, et ainsi de suite, et donc jusqu'à l'équipe professionnelle, donc l'équipe, le club de l'AS Monaco, de la partie amateur jusqu'à l'équipe professionnelle. D'accord, voilà. C'est bien de le préciser. Vous êtes aussi passé à l'UAM Salal, donc pour un certain temps. Voilà. Au Qatar, oui. Au Qatar, voilà, oui. Vous êtes ensuite passé au Koweït Sport Club, donc au Koweït. Là, c'est exactement facile à savoir. Vous êtes passé à Al Dafra, donc aux Émirats Arabes Unis. Exactement, donc c'est sur la ville de Abu Dhabi, donc à la capitale de l'Émirat. Ah oui, c'est Abu Dhabi, oui. D'accord. Et vous êtes passé ensuite au Bahreïn, l'équipe nationale du Bahreïn. Oui, tout à fait, l'équipe nationale. Oui, un petit peu de ça, oui. Oui, si vous voulez. Oui, en fait, là, j'ai été contacté par le délégué du manager de l'équipe nationale, avec qui j'avais entretenu des relations lors de mon passage à Oum Salam. Et ils avaient donc besoin d'un entraîneur adjoint pour l'équipe nationale, avec un entraîneur donc, local, un Bahreïni, qui s'appelle toujours Salman Sherida. Et donc l'objectif c'était sur une période de 4 mois, 5 mois, d'aller donc à la Coupe du Golfe au Yémen. Donc on a participé à la Coupe du Golfe au Yémen avec l'équipe nationale. Et donc la Coupe d'Asie, la grande Coupe d'Asie, ce qui correspond en gros au championnat d'Europe des nations ici, qui se déroulait donc au Qatar. Et voilà, donc suite à ça, j'ai eu un appel de Laurent Vanille qui a pris l'équipe de l'AS Monaco, et donc j'ai arrêté mon contrat avec l'équipe nationale pour venir rejoindre Laurent Vanille sur l'équipe pro de l'AS Monaco. Voilà. Oui, en effet, donc vous êtes après passé donc janvier 2011 à l'Angleterre à nouveau, voilà, donc en entraîneur adjoint à l'AS Monaco, et donc toujours en 2012. Et vous êtes retourné à Al Dafra, en fait, en 2013. Oui, tout à fait. On est reparti donc toujours avec Laurent Vanille, puisque j'ai travaillé 90% ou 99% de mon temps avec Laurent en tant qu'adjoint. Et on est reparti donc sur Abu Dhabi, donc à Al Dafra. On a récupéré l'équipe en moitié de championnat, et on a terminé le championnat avec eux jusqu'à la 6e place, ce qui est une place honorable pour ce club d'Abu Dhabi qui fait partie des petits clubs d'Abu Dhabi. Puisque à Abu Dhabi, vous avez un grand club qui s'appelle Al Jazeera, vous avez Al Warda, vous avez Bangas et Al Ain qui font partie des 4-5 meilleurs clubs et équipes du pays, quoi. Voilà. Bien sûr. Et donc, vous disiez d'ailleurs actuellement, vous êtes retourné en passant entre-temps à Al-Wassel.
Loissol. Ouais, C'est ça. oui. À Loissol, c'est le club qui entraînait donc Diego Maradona à Dubaï. On a travaillé avec le club pendant 4 mois. L'aventure n'a pas duré. Vous connaissez un peu l'organisation des clubs dans les pays du Moyen-Orient. C'est difficile. Dès qu'on a un mauvais résultat, c'est souvent sur du très court terme et très peu sur du long terme. Donc voilà, ça fait partie des entraîneurs. Et malheureusement, on a eu deux mauvais résultats pas au bon moment. Et puis on nous a demandé donc d'arrêter de continuer avec l'équipe. Pardon. Et voilà. Et ensuite, donc, j'ai eu une période sans travail, là, jusqu'à maintenant, puisque je vais reprendre la route pour Al Dafra, encore une fois, cette année. Voilà. Donc, en fait, on constate que vous voyagez beaucoup de club en club, mais vous restez fidèle à peu près toujours au même club. Exactement, c'est vrai. Sur les mêmes clubs, donc oui, parce que je pense que le travail qu'on y effectue est de qualité tout de même, sachant que parfois on a la malchance d'avoir de mauvais résultats. Et il faut savoir aussi que souvent les comités, ils appellent ça les comités, donc c'est l'équipe dirigeante du club, change. Mais l'équipe dirigeante qui reprend le club, souvent, a un très bon écho du travail qu'on a fait en passant par ce club-là. Donc, on est souvent à être rappelé dans le même club. C'est vrai. C'est vrai. Et on y garde souvent de très bons emplacements. Oui, vous aimez ça, visiblement, parce que même pour l'AS Monaco, vous en fait, là, vous êtes parti, revenu, et Exactement. il y a toujours des très bons rapports, finalement, avec les dirigeants, avec les clubs avec lesquels vous travaillez. Je pense que c'est très important dans notre métier de garder de bons rapports. Ça reste du football, même si c'est très exigeant en termes de résultats et en termes de travail. Mais il faut quand même garder les relations. Le côté relationnel fait partie de notre travail et on y attache une importance particulière, quoi. Et puis un peu en fait la grande différence, enfin les grandes différences, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, entre le football européen et entre autres en France tel que vous le connaissez, le championnat français en ayant été à Monaco, et le football au Moyen-Orient justement, mis à part la chaleur bien sûr qui est toujours bien qui doit être un des paramètres aussi, ça doit y jouer. Oui. On oublie souvent l'humidité parce qu'on a un taux d'humidité qui est assez fort. On parle souvent de la chaleur, mais le taux d'humidité est assez important. On est parfois sur du 96-98% d'humidité quand on reprend. C'est pour ça que quand on reprend, souvent on est amené à faire des stages en Europe avec les équipes. Mais en termes d'organisation, je dirais, d'entraînement, de disposition des joueurs, la qualité des installations, les pays du Moyen-Orient n'ont rien à dire aux pays d'Europe, hein, il n'y a aucun souci. Après, évidemment, la qualité des joueurs est différente. Vous avez donc le niveau des joueurs qui est moins haut que celui des Européens, et donc le jeu va être différent, la vitesse va être différente, et l'esprit de compétition est un petit peu différent. Parce que sociologiquement, je dirais, on a affaire à une population qui a rien à gagner pratiquement, puisque bon, les effectifs sont quand même à 85% de joueurs du pays, donc locaux, que ce soit au Qatar, au Koweït ou bien aux Émirats, et vous avez à l'intérieur de ça 3-4 joueurs qui viennent augmenter le niveau de votre équipe et qui sont choisis dans des pays européens ou internationaux, brésiliens, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est surtout le niveau du football et du joueur qui pose éventuellement parfois des problèmes d'adaptation pour les entraîneurs qui viennent de l'étranger, quoi. Voilà. Bien sûr. Mais oui, c'est ça. Parce que j'écoutais ce que vous étiez en train de dire, mais justement vous évoquez l'esprit de compétition. Oui. Comment est-il cet esprit de compétition au foot? Disons que il est important de la part de l'entraîneur d'avoir quand même un rôle, mais vraiment pointu sur la motivation des joueurs. Alors, la motivation existe qu'à travers l'argent, parce que malheureusement, il n'y a rien d'autre qui les motive, hormis le fait éventuellement de gagner un trophée, mais c'est pas ce qui
ce qui les touche le plus, dans le premier temps. Ce qui les touche, c'est de participer, de gagner leur vie, de bien la gagner. Et puis ensuite, vous n'avez pas, dès le plus jeune âge, comme en Europe, cet esprit de compétition, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan de trouver un travail, par exemple, ne serait-ce que dans notre pays, hein, en France, c'est plus difficile. Donc, ils n'ont pas ça. Donc, cet esprit de compétition, il vient un petit peu de tout ça, quoi. Voilà. Parce qu'on a reçu sur notre web, sur notre radio, Grégory Mignoton qui travaille au Paris Saint-Germain, et lui, justement, il faisait une différence entre l'Europe et la France en l'occurrence et les États-Unis. Il disait qu'en France, on avait cet esprit de participer, alors qu'aux États-Unis, on pouvait cet esprit de vaincre, de gagner. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous soulevez un petit peu la même problématique à travers les participer, l'esprit de participer, et cet esprit qui est plutôt tourné vers le trophée, vers la compétition, vers la victoire qui est différente. Oui, il y a, si vous voulez, la motivation sur la reconnaissance dans les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu sur le plan médiatique, vous allez être reconnu aussi parce que les récompenses sont données par les émirs. Les grandes récompenses sont données par des émirs. Et pour eux, c'est très très important de pouvoir aller chez l'émir et recevoir un trophée. Vous voyez, c'est plus important que autre chose, quoi. C'est la seule motivation. Enfin, c'est la plus grande motivation pour eux. Elle réside là-dessus. Alors que vous aurez chez nous gagné la Coupe de France, c'est bien sûr qu'il y a le fait de nous recevoir la Coupe de France du président de la République, c'est quand même un moment important. Mais c'est aussi participer après à une Coupe d'Europe, être reconnu sur le plan européen en termes de joueurs, quoi, faire partie des meilleurs joueurs européens ou participer à une Coupe d'Europe. Donc c'est différent, quoi. Oui, bon, on est sur des valeurs sacrées qui justement font partie de la culture. Exactement. Bien sûr. D'ailleurs, je profite à ce passage avant de passer le relais à mon ami de vous souhaiter à vous tous de bonnes fêtes. Très gentil. C'est gentil. On est en pleine période de Ramadan, mais voilà, j'ai pas encore ouvert le jeûne. Je vais l'ouvrir dans quelques instants, parce que c'est à 21h40 ici. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est en pleine Ramadan. C'est un sujet qui est important aussi dans la préparation athlétique et dans la préparation des joueurs avant la saison. Donc tout est aménagé pour que ça se passe bien. Bon, pour l'instant, tout s'est bien passé. Là, je prendrai donc, je voyagerai le 14 juillet pour Abu Dhabi et nous commencerons donc le 16 juillet la saison et on sera en plein Ramadan. Donc on fera un entraînement tous les soirs, tard, après l'ouverture du club. Et puis pendant une quinzaine de jours, et puis ensuite on va se diriger vers un stage en Europe, normalement donc du côté d'Amsterdam, aux Pays-Bas, et pour une vingtaine de jours, et on rentrera de nouveau à Abu Dhabi fin août, vers le 20-25 août, pour démarrer la saison vers le 15 septembre. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les clubs du Moyen-Orient. Et oui, parce que nous, on parle beaucoup de la préparation mentale, mais finalement, on peut aussi parler des préparations culturelles et alimentaires liées justement aux traditions, Oui, vous avez raison. Ça fait partie. Ça fait partie du travail qu'il y a à faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer la différence qu'il y a entre la préparation qui se fait donc en Europe avec une alimentation qui est différente déjà. Une alimentation qui est différente. Vous avez une organisation qui est différente puisque c'est levé le matin pour 8 heures, petit déjeuner, ensuite entraînement le matin, parfois 2 fois le matin et une fois l'après-midi avec une prise de repas ou de collation entre les entraînements. Donc, et rentrer au pays, il y a plus ce côté je dirais, professionnel puisque vous avez 70% des joueurs qui ont un travail à l'intérieur de nos pays, quoi. Il y a beaucoup de policiers, des gens qui travaillent à l'armée et qui sont amenés à travailler parfois la nuit, à ne pas dormir, à venir la journée, se reposer simplement la journée, venir après à l'entraînement aux alentours de 5h, 5h30. Donc c'est très important ce travail de
revenez d'Europe ou quand vous n'avez pas l'habitude de ça, et puis vous avez, je parle d'autre chose, mais c'est très important aussi, c'est le rythme des prières, puisqu'on a 5 prières par jour, et il est important de leur donner la possibilité de le faire à l'heure, et souvent, ils se lèvent la nuit, en pleine nuit, pour la faire, donc c'est compliqué au niveau de la programmation et l'organisation du rythme des entraînements. Très compliqué, donc c'est compliqué, mais important. Vous parlez de ça, mais moi, on parle de ça un peu sans tabou, parce que moi, à travers des accompagnements en préparation mentale, j'ai aussi écouté certains athlètes qui mettent beaucoup qui mettent l'accent, qui ont beaucoup qui mettent l'importance, qui pour eux c'est très important les valeurs sacrées, les valeurs religieuses, et s'en servent aussi comme une force mentale pour de la préparation mentale, à la concentration. À la concentration, voilà. Et ça fait partie aussi, partie du travail de l'éducateur ou de l'entraîneur, du coach mental, de mettre ça en place, et de pouvoir composer ça avec les qualités physiques et mentales du joueur. Moi, je trouve ça très important. C'est très important, mais de toute façon, vous vous en apercevez, vous regardez le mondial, je suppose tous, et vous vous apercevez de ce qui se passe dans l'équipe brésilienne, quoi. Tout le monde, bon, là, Scolari a appelé à la rescousse un préparateur mental, pour moi, c'est une surprise, quoi. C'est pas une surprise, c'est normal, quoi. C'est normal, parce qu'il y a une identité forte à l'intérieur du groupe, sur le plan religieux et de la foi, et ce mélange avec la préparation de la compétition, l'échange, et tout ça font que les joueurs sont amenés à se poser beaucoup trop de questions, peut-être, où ils ont besoin justement de quelqu'un qui va leur donner la possibilité de les écouter, de les entendre, de quelqu'un, voilà. C'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Justement, on est sur la Coupe du Monde. Alors, vous, justement, né à Oran, j'aimerais savoir comment vous avez vécu, bien sûr, la grande aventure de l'équipe d'Algérie, et puis son élimination en 8e. Vous nous en parlez un petit peu, comment vous l'avez vécu? Vous étiez... Je l'ai vécu en tant que supporter, bien sûr. C'est normal. Mais je supporte l'équipe de France et l'équipe d'Algérie depuis tout jeune, puisque bon, moi je suis né en Algérie, je suis venu à l'âge de 3 ans et demi en France, et de par mes parents et toute ma famille, puisque je suis plus jeune et donc on est tous nés en Algérie, donc on a par habitude de suivre les deux équipes, et c'est marrant parce que pour nous, pour moi surtout, c'est la même chose, quoi. Et moi je veux autant que la France gagne que l'Algérie, quoi. Et on est supporters, mais vraiment férus, quoi. Des deux côtés. L'aventure algérienne, elle est magnifique parce qu'au départ, c'est une équipe qui est jeune déjà, c'est une équipe qui s'est qualifiée, c'est son deuxième mondial d'affilée, ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait deux mondiales d'affilée comme ça. Bon, une équipe qui est préparée par l'Élodie, qui ça fait 3 ou 4 ans qui prépare cette équipe-là, peut-être un peu plus, et qui au fur et à mesure a trouvé les bonnes combinaisons avec les joueurs. Il a récupéré beaucoup de joueurs qui évoluent dans les équipes européennes, donc le niveau de l'équipe a augmenté. Il y a quelques joueurs à l'intérieur algériens qui jouent dans des championnats ou tunisiens ou algériens de très bon niveau. Et bon, voilà, je suis surpris, mais sans être très surpris, quoi. Je veux dire, bon, je suis surpris qu'ils aient fait le match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, mais qu'ils soient sortis des poules un peu moins. Je pensais qu'ils allaient sortir parce que je pense que l'équipe était prête, l'entraîneur les avait bien préparés tactiquement, donc c'était jouable. Mais le match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, je pense qu'on peut être tout surpris, quoi, parce que honnêtement, ils ont fait un grand match contre une grande nation du football, contre une grande équipe. C'est une période où l'Allemagne domine au niveau européen en termes de football, en termes de football offensif, en termes d'organisation, de beaucoup de choses, quoi. Et
Et c'est pour ça que je dis bravo, moi je dis bravo, bravo, et je suis de tout cœur avec Ah oui, c'est pas mal, je pense que, bon, à travers le monde, il y a eu quand même beaucoup d'émerveillement de voir cette équipe d'Algérie jouer, qui s'est avérée être la meilleure équipe du continent africain. Et c'est vrai que, parce que même si le Nigeria était éliminé au même tour, il y avait quand même une différence de jeu en faveur de l'Algérie par rapport à l'équipe du Nigeria. Et ça s'est senti dans tous les matchs. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de parler avec plusieurs joueurs africains, d'origine africaine, et des spécialistes aussi du foot, et on était d'accord que parmi les deux, trois favoris, les deux, trois pays africains qui sortiraient des poules, il y avait d'office l'Algérie, parce qu'elle était déjà... C'est vrai que beaucoup avaient pronostiqué quand même. Beaucoup. Ouais. Oui, vous avez raison, mais pour revenir juste en termes de qualité de jeu, sur la prestation qu'ils ont fait, le cœur qu'ils y ont mis pour essayer de passer ce huitième de finale contre l'Allemagne, je trouve que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens, en se disant que, voilà, quoi, en travaillant dur, en écoutant et en respectant les consignes des entraîneurs et du staff, il y a la possibilité, au football en tout cas, qui est quand même un sport un peu spécial, c'est très rare de voir ça au rugby ou bien au basketball, mais au football, une petite équipe peut gagner contre une très grande équipe. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ils ont fait de belles prestations. Oui, mais monsieur Pouvial, c'est aussi parce que il y a, des fois je dis souvent, 11 bons joueurs ne font pas une bonne équipe. Par contre, des joueurs parfois qui sont pas les meilleurs du monde, mais qui ont un esprit, une solidarité, une cohésion de groupe très soudée, très forte, peuvent aller bousculer n'importe quelle équipe. On le voit, on l'a vu à travers l'équipe de France, à travers l'équipe de France. Oui, l'équipe de France et l'équipe algérienne aussi, hein, parce que l'équipe algérienne aussi, bien sûr. Même si c'est vrai qu'à l'égard de l'équipe de France, vous avez des joueurs de talent quand même. Il ne faut pas oublier que Karim Benzema, c'est un joueur de talent, que Pogba, c'est un joueur de talent quand même. Voilà, vous avez derrière Varane, c'est un joueur de talent. Vous avez quand même là une colonne vertébrale qui se peaufine et qui fait partie quand même des meilleurs au monde. Donc, on en est là. Oui. Et vous avez un pronostic pour le prochain match France-Allemagne? Oui, je pense que la France va passer. Mais parce que c'est sur le plan mental que ça va jouer. Ça va jouer sur le plan mental. Je pense que l'équipe de France est plus prête mentalement que l'équipe allemande. Après, si vous prenez joueur par joueur, tout le monde va vous dire que c'est du 50-50, ça c'est d'accord. Sur la préparation d'équipe, les deux entraîneurs sont deux entraîneurs de top niveau qui sont capables de faire un travail tactique et faire des changements à l'intérieur de leur équipe qui leur permettent de gagner le match. Mais c'est sur l'aspect mental. Je pense que les Allemands, le match de l'Algérie, je pense que ça les a quand même marqués. Voilà. Donc, normalement, c'est de la fatigue. Ils savent aussi qu'ils vont jouer contre une équipe de France qui est en pleine forme aussi. Ils savent très bien que la motivation que peuvent avoir les joueurs français contre l'équipe allemande, elle est importante. Pas par rapport aux événements de 82 ou 92. Non, mais moi je pense pas que ce soit par rapport à ça. Ce n'est simplement que par rapport aux joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent que tout le monde a les yeux sur les Allemands depuis 3-4 ans où le football allemand a pris un tournant et fait partie des 2-3 meilleures nations footballistiques. Et les Français, ils ont envie d'être meilleurs qu'eux, je pense. Ouais. Donc une victoire de la France. Moi, ça me ramène en fait, je change un petit peu, mais ça me ramène en fait un peu au championnat français. J'aurais voulu revenir un petit peu, puisque comme vous êtes passé à Monaco, à l'heure actuelle, Monaco est quand même en forme. Ils ont fait second, ils ont fait une belle saison de retour. Ils ont bien joué, voilà. Et Monaco vis-à-vis du PSG, vous pensez que le duel va se passer comment entre les deux équipes? Parce qu'on a un PSG qui
plus de grands joueurs, mais qui semble pas forcément construire une équipe qui la construit peut-être au fur et à mesure, mais vraiment à partir de beaucoup d'individualité. Et quel est votre avis là-dessus, en fait, et le défi? Alors moi, mon premier avis, c'est que déjà, je pense que malheureusement, Monaco, ils ont fait une saison extraordinaire parce qu'ils ont plus de 74 points, je crois, aux alentours de 74 points. Donc c'est énorme pour un deuxième. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas eu ce nombre de points. Mais je pense que malheureusement, quand on remonte de deuxième division, souvent un club de première division, un ancien club de première division ou un club de deuxième division qui monte en première division, la première année, il est dans l'euphorie de la remontée en première division, il est bien, il s'en tire bien, et le plus dur, c'est la deuxième année. On peut regarder, ça s'est vu pour Valenciennes, ça s'est vu pour Troyes, ça s'est vu pour plein d'autres équipes comme ça. Donc j'espère qu'ils n'auront pas ce problème-là à Monaco. C'est-à-dire que la confirmation de la deuxième année, sur la deuxième année, pardon. Ouais. Après, il y a autre chose qui me fait penser que ça ne se passera pas parce que c'est la qualité de leur effectif, quoi. Je veux dire, bon, faut pas se leurrer. Ils font partie des deux grandes équipes du championnat. Paris Saint-Germain, un tour au-dessus parce qu'ils ont 2 ans d'avance sur la préparation de leur projet. Mais, comme souvent au football, le deuxième, Tyler, il peut créer la surprise dans l'année. Et je me dis, pourquoi pas. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va dérouler sur les 3 à 4 prochaines années sur le championnat français quand même. Ça va être très difficile. Ouais. Très difficile. Ouais. C'est comme Paris, c'est comme le PSG, la première saison des Qataris. Il termine second, il termine pas premier. Ils sont face à une équipe de Montpellier surprenante. Ils sont premiers à la mi-saison avec Antoine Camboré quand même. Oui, ils finissent deuxième avec l'entraîneur Ancelotti. C'est important de me rappeler ça parce que d'abord parce que j'aime beaucoup Antoine Camboré. C'est pour ça que je le dis. Oui, et parce qu'en plus, il est premier du championnat. Il est premier du championnat avec justement une équipe qui est remodelée à 80%. Et à la sortie, bon, il ne termine pas la saison avec le Paris Saint-Germain. Quand Antoine est parti, tout le monde, il n'y a personne qui a pensé que le Paris Saint-Germain serait un champion. Il y en a pas un. Et peu importe l'entraîneur qui venait derrière. Et peu importe l'entraîneur qui venait. Encore moins avec Ancelotti parce que c'était quand même un grand entraîneur, donc encore moins. Mais personne ne pensait que Paris Saint-Germain ne terminerait pas premier. Ouais, ça c'est le plus certain. Il y avait quand même quelques réflexions. Parce que on entendait quelques réflexions si c'était pas précipité, que le changement d'entraîneur n'est pas toujours quelque chose de facile, quelque chose de gérable sur le plan de la stabilité. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Bon, je pense que on avait comparé les deux bilans. À peu de choses près, c'est la même chose. Sauf que, bon, Carlo Ancelotti est arrivé, le temps de mettre en place un peu. Oui, je suis d'accord. Il a perdu 3-4 points. Voilà, il a perdu 3-4 points qui a permis de garder le rythme. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Non, mais je ne faisais pas de comparaison entre les deux entraîneurs parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux entraîneurs. Hein. C'était juste pour Antoine parce que c'est un grand entraîneur et c'est un grand homme. C'est pour ça qu'il mérite. Il nous a ramené un titre, c'est vrai qu'il faut le rappeler, il nous a ramené un titre, c'est un titre. Mais c'est lui qui nous a amené la première pierre du projet que le PSG est en train de construire. Et nous, on espère qu'il va atteindre ses sommets. Et voilà, et les premières pierres sont très importantes. Très importantes. Oui, tout à fait, la fondation. Voilà, tout à fait. Voilà. Et juste, moi, en fait, je vois que le temps file et en fait, on a envie de parler très longtemps avec vous parce que, voilà, je trouve ça passionnant. Mais une petite question, en fait, vous concernant. Bon, vous qui êtes passé à l'AS Monaco, vous qui travaillez dans une équipe au Qatar, vous n'êtes pas un petit peu tiraillé dans le duel qui va y avoir entre PSG et Monaco?
vous penchez tout de même pour Monaco, un club de cœur, où vous êtes retourné, comme je le disais, après quelques années, après quelques clubs ou... Oui, mais moi je voudrais que Monaco gagne le championnat, gagne la Coupe de la Ligue et gagne la Champions League, évidemment. Moi, je suis d'abord supporter de Monaco et ensuite de Paris Saint-Germain, parce que je trouve que Paris Saint-Germain, ce qu'il propose au niveau du terrain, là c'est le technicien qui vous parle, c'est pas le passionné, quoi. Ce que propose Paris Saint-Germain en termes de jeu, en termes de qualité de joueurs et le spectacle qu'il propose, il est quand même fantastique. Personne ne peut dire le contraire, quoi. Aujourd'hui, je pense pas. Enfin, c'est mon avis. Mais je trouve que Monaco a eu une période magnifique les 6 premiers mois avec du jeu, avec beaucoup de choses à l'intérieur du jeu, surtout sur l'aspect offensif. Il y a eu un coup de moins bien en termes de jeu, mais les résultats ont continué. Mais l'année prochaine, je pense que ça sera encore mieux. Et comme vous disiez, Antoine Comboré a fait les fondations, le début du Paris Saint-Germain. Je pense que Ranieri, il a fait quand même pas mal avec Monaco sur les fondations. Et je pense que le travail qu'il a fait, ils vont pouvoir s'appuyer dessus maintenant. Les nouveaux staffs pour pouvoir continuer l'aventure. Mais je pense que Monaco a une tradition par rapport au jeu comme Nantes, par exemple, et je pense que ça va revenir, ça va continuer plutôt. Ouais. Vous attendez avec impatience le retour du grand Monaco, vainqueur de championnat, de coupe, et qui pourtant n'était pas tant montré au premier plan, malgré une finale en Coupe d'Europe, et c'est contre l'Ajax, il me semble, en fait. Non, c'était contre le Werder de Brême. Oui, ils avaient joué contre l'Ajax en demi, il me semble. Oui. Ah oui, très bien. Oui, contre l'Ajax en demi, oui. Et oui, parce que je me rappelle, parce qu'à l'époque, moi j'étais fan des deux clubs européens. Ah oui, d'accord. Européens préférés. Et je me rappelle de les avoir vus jouer justement à Monaco. C'était, voilà. Mais c'est vrai que ça a toujours été un grand club. Il y a toujours eu une grande époque de Monaco. Et c'est vrai que, avec la grande époque d'Arsène Wenger, et qui ont, mine de rien, été quand même un peu remerciés, je dirais, quand même un peu de façon cavalière. Je trouve. Parce que c'était la première année où ils finissaient pas dans les 3 premiers. Et voilà, et maintenant, bon, il est à Arsenal, il fait ce que l'on sait. Et oui. Mais Monaco, ce qui est marrant, c'est que, on s'aperçoit tout simplement qu'à Monaco, il y a de très très grands joueurs à Monaco, beaucoup de très grands joueurs, de bons entraîneurs, très bons entraîneurs même, mais international. Vous parlez d'Arsène Wenger et du Jean Tigana aussi, qui a fait un beau parcours avec Monaco. Il y a Claude Puel qui continue à travailler en Ligue 1 et qui est un grand entraîneur de la Ligue 1 aujourd'hui. Il fait partie des 3 meilleurs entraîneurs du championnat de France. Et il y a eu des grands joueurs, il y a eu beaucoup de grands joueurs. Alors je ne vais pas commencer à les citer parce qu'il y en a tellement. Mais Monaco est connu énormément par les grands joueurs qui sont passés. Aujourd'hui, Klinsmann, qui est à la tête de l'équipe des États-Unis, il était à Monaco. Georges Weah, il est à Monaco. Et bon, comme ça, il va continuer. Oui, on pourrait continuer. On peut il y a Lardo qui va devenir. Oui, je serais passionnant parce que beaucoup d'entre eux sont devenus aussi entraîneurs ou sont devenus de grandes personnalités dans leur pays. Et c'est marrant de pouvoir regarder tous ces joueurs, ce que sont devenus tous ces joueurs. Et Sabrina Mouchi, qui était avec la sélection de la Côte d'Ivoire, est passée à Monaco, de jouer à Monaco. Et oui, il y a des joueurs pour le titre. Voilà. Et d'autres, Gallardo aujourd'hui qui est à River Plate, par exemple, comme entraîneur. Et oui, c'est vrai. On va trouver Glenn Hoddle, qui était sélectionneur et qui a coaché plein de clubs en Angleterre. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Oui. Une grande histoire là, Monaco quand même. Oui. Et juste pour finir, parce que c'est vrai que là, le temps s'écoule. Moi, j'ai un petit bonjour à faire passer. Une auditrice qui nous écoute depuis Alger, depuis le quartier d'Hydra,
qui est une fidèle auditrice. Voilà, qui est une fidèle auditrice. Donc, je lui passe le bonjour, Amina. Je lui passe bien le bonjour. Je lui souhaite un bon ramadan. Et à tous les Algériens. One, two, three, vive l'Algérie. Voilà. Oui, one, two, three. Oui. Une phrase historique au départ de la libération de l'Algérie et qui... qui en fait, one, two, three, en fait, il est devenu one, two, three de l'Algérie. Exactement. Oui, puisque les Américains étaient sur le sol algérien pour le délivrer aussi. Et oui, et du coup, c'est pour ça, pour un côté international, faire un slogan en anglais. Et c'est vrai que réinterpréter au niveau des sonorités, c'est devenu one, two, three, vive l'Algérie. Oui, et ça a son histoire, mine de rien aussi, oui, ce slogan d'Algérie. Ça a son histoire. Et, écoutez, c'est vrai que j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur notre station pour une autre émission. Écoutez, parce que... Je pars pour les Émirats le 14 juillet. Ce sera mon feu d'artifice à moi. Et donc, je vous donnerai mes nouvelles coordonnées, et même de Abu Dhabi, si vous avez besoin de faire une autre émission, ce sera avec vraiment un grand plaisir. Ce serait avec un grand plaisir, et parce que je suis sûr, je parle au nom de tout le monde, des membres de la radio, de François, notre boss, de Stéphane à mes côtés, qui dit aussi lui-même, de nos auditeurs. On a vraiment tous passé un grand moment convivial et agréable, vraiment très agréable. C'était très agréable aussi pour vous. Merci. Voilà, merci. Et on va vous laisser maintenant, voilà, et je vous dis Choukran Bezef. Et puis, voilà. Et à une prochaine fois, assurément. Merci. Et je dirais à tous les Algériens et à tous les musulmans du monde, Saraf Tolkom. Voilà. Et oui. Merci. Au revoir. Au revoir.